semaine européenne pour le handicap. J'ai plus les termes exacts, mais c'est des semaines qui permettent de sensibiliser sur le handicap, sur toutes les formes de handicap, et notamment l'handicap visible. Alors, nous, dans notre entreprise, tous les ans, on fait de la sensibilisation pendant cette semaine-là. Et on a été formé, toute l'équipe RH a été formée par une entreprise adaptée sur le handicap, toutes les formes de handicap, dont les handicaps visibles. Donc, on a des référents handicap qui ont été identifiés dans l'entreprise. Alors, on a des moyens de communication qui sont les outils internes, les diffusions de vidéos. Déjà, c'est la sensibilisation, quels peuvent être les différents types de handicap invisibles pour inciter les personnes qui sont touchées par ces handicaps-là à le faire savoir et pour être accompagnées et qu'il y ait des aménagements. C'est pas toujours évident. Il y a plein... Alors, dans mon entreprise à moi, on est dans le monde de la tech, il y a énormément de handicaps invisibles. Des gens qui sont dans le spectre, par exemple, et qui ne veulent pas s'identifier. C'est le mot handicap qui fait peur. Et c'est pour ça qu'on essaye de réorienter sur... c'est une situation d'handicap. En fonction de l'aménagement qu'il y aura, on ne se sentira plus nécessairement en situation d'handicap. Donc c'est pas être handicapé, c'est être en situation d'handicap. Le maître mot que je retiens depuis tout à l'heure, c'est le mot accompagnement. Oui. Et justement, je vais m'adresser à Christophe pour aborder maintenant l'accompagnement co-résilience. Alors je vais bouleverser un petit peu le programme. Je vais juste rebondir sur ce qu'a dit Océane. C'est important de préciser quelque chose quand même, c'est que c'est une version optimiste et idéale, je dirais, de l'entreprise. Il faut savoir que depuis plus de 10 ans que nous faisons de l'accompagnement, on fait de la sensibilisation auprès des personnes et le retour que l'on a des personnes, c'est qu'elles vivent un vrai cauchemar avec l'entreprise. Donc il faut être quand même réaliste sur le fait que les personnes vivent un enfer avec leur entreprise. C'est vrai. Il n'y a pas de lien, il n'y a pas de reconnaissance, elles se font foutre dehors. La réalité, c'est ça. Pas dans la généralité, bien sûr, attention. Je ne dresse pas un tableau noir de tout ça, mais en réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gens en souffrance qui ne se sentent pas comprises dans ce maintien, ce retour et ce maintien dans l'emploi. Donc c'est vrai que c'est une belle entreprise, finalement, de pouvoir être là auprès de ses salariés, mais c'est franchement vraiment pas le cas, pour tout le monde en tout cas. Donc je veux le préciser parce que c'est aussi une réalité. Parce que depuis 10 ans, j'ai parlé avec plus d'un millier de personnes, donc j'ai beaucoup de témoignages, énormément de témoignages, il y a des trucs qui sont affolants quand même. Donc ça, c'est aussi la réalité. Donc il faut dire les choses telles qu'elles sont. Voilà. Il y a des entreprises qui sont bienveillantes, mais pas toutes. Voilà. Donc là, je vais parler de co-résilience, c'est ça. Alors peut-être que tu peux nous dire, avant de parler de co-résilience, combien de personnes ont été conseillées par l'association ? Plus d'un millier, je compte plus, c'est 1200, 1300, enfin voilà, c'est énormément de personnes. Donc des personnes que j'ai en front qui me parlent et qui me passent 1 heure de conversation à chaque fois avec chaque personne, je prends le temps et j'échange avec elles sur leur situation, sur ce qu'elles vivent, le stress qu'elles ont. Et toutes, elles se sentent perdues, elles ont peur. Le retour dans l'entreprise, elles ne savent pas à quelle sauce elles vont être mangées. En fait, en gros, c'est ça. Donc vraiment, c'est leur réalité à elles, en fait. Et donc, je ne fais que répéter ce que j'entends. Et ce que j'entends aussi, c'est qu'elles me disent après les traitements, c'est vide sidéral. Il n'y a plus rien. Donc, on n'est pas informé, on ne sait pas comment se remobiliser, on ne sait pas ce qu'il faut faire. On nous pousse pour revenir dans l'emploi, pour retourner dans l'emploi. Tout le monde fait tout pour nous pousser à l'emploi, même les gens proches autour d'eux, de la famille, qui considèrent que les traitements sont terminés, donc les personnes sont guéries. Donc il faut qu'elles retournent dans leur emploi. Donc en gros, c'est beaucoup de stress. Donc j'essaie de les accompagner, de les conseiller au mieux pour qu'elles puissent trouver des ressources pour pouvoir se remobiliser d'une manière ou d'une autre, parce qu'elles ne viennent pas systématiquement dans des accompagnements vers nous, mais en tout cas trouvent des ressources, voilà, comme disait Esmeralda tout à l'heure, de les rediriger vers les d'autres associations ou sur du bien-être, des choses qui peuvent être aussi bonnes pour elles dans leur parcours. Voilà. Alors, co-résilience, c'est quoi ? Alors, c'est quoi cette bête ? Alors, c'est un processus d'accompagnement qu'a mis en place, alors c'est Esmeralda qui l'a créé, donc il faut quand même le dire, c'est important. Il a été créé peut-être même un peu avant la création de l'association le jour d'après, parce qu'elle faisait déjà des accompagnements un peu Paris Curie, et donc elle a mis donc, tout ce processus en place. Alors au début, il n'avait pas du tout la configuration qu'a aujourd'hui Co-Résilience. Co-Résilience, au début, c'était des accompagnements de 6 mois, 12 mois, voire plus que ça encore. À la fin, les gens, ils en avaient marre de nous voir.
En gros, c'était ça. Et d'ailleurs, des premiers ateliers co-résilience qui ont été mis en place, du premier groupe, j'ai fait partie du premier groupe, et Lisa, qui est la présidente de l'association Montpellier, a fait partie de ce premier groupe. Donc on a expérimenté co-résilience. Donc c'est un programme d'accompagnement, donc c'est tout un processus qui permet aux personnes de se remobiliser sur 2 volets. Donc c'est un accompagnement qui est assez long. Alors comme je disais au début, ça pouvait durer 1 an et demi, mais bon, on a considérablement raccourci cet accompagnement justement grâce à cette étude de recherche scientifique qu'Esmeralda a mis en place, qui nous a permis justement de le concentrer, de le rendre vraiment extrêmement efficace sur un temps, je dirais, court, parce que 4 mois et demi, ça peut paraître long, mais c'est très court en fait. Donc c'est un processus qui dure 4 mois et demi, où les personnes seront accompagnées en groupe, qui peuvent aussi être accompagnées en individuel, hein, si les personnes, pour les personnes, c'est mieux pour elles qu'elles soient accompagnées en individuel. Et donc l'idée, c'est de les accompagner dans une première partie qui est la reconstruction identitaire, voilà, qui est essentielle. Parce qu'il faut bien comprendre qu'une personne qui a eu une maladie et qui se sent différente, comme ça a été dit juste précédemment, elle se sent différente, elles ont un regard différent sur la vie, il y a des priorités qui ont changé. Donc tout ça, ça nécessite un accompagnement spécifique. Voilà. Le bilan de compétences tel qu'on le connaît ne suffit pas. Ça marche pas, ça. Parce que les personnes se sentent différentes. Donc les accompagner sur ce qu'elles étaient avant, ça ne peut pas marcher. Donc du coup, Esmeralda a créé ce processus d'accompagnement qui permet vraiment aux personnes de pouvoir se remobiliser d'un point de vue identitaire, parce que c'est très important de savoir qui on est après. Donc c'est tout un processus qui est long quand même. Hein. De savoir qui on est, c'est un long processus. Et en même temps, en accéléré, on aide les personnes justement à être dans cette reconnaissance-là de soi, en fait. Donc se reconnecter à soi et surtout se reconnecter au niveau de la tête, du cœur et du corps. Ça c'est très important parce que souvent les personnes, il faut, je dois, donc la tête, hein. Et puis finalement le corps, lui, parle aussi. Il a besoin qu'on l'entende, il a besoin d'être pris en compte. Voilà. Et donc ce processus permet ça. Et ensuite, une fois que la personne elle a ces clés-là, on passe sur le projet professionnel. Donc des personnes viennent nous voir pour différentes raisons. Il y a des personnes qui sont encore dans l'emploi, qui veulent retourner dans leur job. Ça a été le cas de Julia. Donc, et il y a des personnes qui veulent complètement révolutionner leur vie parce qu'elles se disent ce que je faisais avant, en fait, ça n'avait pas de sens. Et souvent, les personnes qui viennent nous voir, elles sont sur une dynamique existentielle. C'est-à-dire, en fait, j'ai envie de mettre du sens dans ma vie. Voilà. J'ai envie de changer de vie et voilà. Merci Christophe. Julia, comment est-ce que tu as connu les accompagnements en résilience et qu'est-ce qui t'a donné envie de suivre ces accompagnements? Alors, comment j'ai connu, je me souviens plus, j'avoue. Je sais que je me suis retrouvée à Lyon avec Christophe qui a pris la parole pour expliquer justement à un groupe duquel je faisais partie, finalement, ce que ça pouvait être un accompagnement. Et je me fie souvent à mon intuition. Voilà, et c'est tout ce qui me restait de toute façon, puisque je ne connaissais pas... oui, forcément, je ne connaissais rien du tout. C'est comme la reconstruction du sein. Enfin, je veux dire, il faut y aller à l'intuition parce qu'il y a tellement de possibilités. Donc là, je savais que je ne pouvais pas le faire toute seule. Ça, c'est ce qui était sûr. Donc ça a été ma démarche. Ce qui m'a motivée pour venir, c'est Christophe, hein, parce qu'il a passé 1 heure avec moi au téléphone et que j'étais moi aussi certainement paumée à ce moment-là. Je posais des questions et voilà, et j'ai senti que c'était quelqu'un peut-être qui n'avait pas, vécu la maladie, mais qui... pourquoi je dis ça? Parce que il y a d'autres organismes où ce sont des personnes en fait qui ont vécu la maladie et qui expliquent évidemment ce qu'on peut gagner en fait. Mais ça ne me convainquait pas. Alors qu'ici le discours, et aujourd'hui encore il me convainc, on entrevoit en fait ce fameux petit tunnel, quoi. Donc, c'est ce pourquoi on fait cette démarche-là. C'est pour reprendre, non pas sa vie, mais trouver sa place dans cette nouvelle vie, avec un nouvel équilibre et
Et ça, c'est quelque chose que j'ai ressenti. Bon, et puis après, j'ai rencontré Esmeralda. Bon, alors là. Oh, bah alors là. Oh. Alors là, si déjà j'étais convaincue, là, j'étais archi convaincue. Donc ça bouscule, mais il faut au moins ça, quoi. Il faut au moins ça. Merci Julia. Je pense que Christophe veut rebondir. Alors, pour reprendre ce que tu disais, pour être convaincu, alors moi je suis convaincu parce que j'ai eu un accident de la route très grave il y a plus de 35 ans maintenant. J'ai un handicap au bras. Donc quand on vit ce type d'événement, c'est la même chose en fait. C'est que, alors c'est pas pareil que la maladie bien évidemment, mais ce changement de paradigme, c'est ça. C'est voir la vie d'une manière différente. Et déjà même à 21 ans, je savais que j'allais révolutionner ma vie, j'allais changer ma vie. C'est ça en fait le point commun. C'est pas uniquement que la maladie, c'est aussi les accidentés de la route vivent quand ils vivent un trauma comme ça. Derrière, c'est plus pareil. Ça peut plus être pareil. Ça peut plus être comme avant. Donc ça, c'est une réalité et c'est pour ça que je peux comprendre ce que traversent les personnes après la maladie, c'est qu'elles se sentent différentes. Il y a quelque chose qui a changé. Et ma mère me l'a dit il n'y a pas très longtemps avant de partir. Elle m'a dit, parce que je lui avais jamais posé la question, mais elle m'a dit, en fait, tu n'étais plus le même. Et donc ça, c'est important parce que ça, voilà, ça vient, voilà, ça me touche. Je voudrais juste pour finir sur Corésilience, c'est très important ce que je n'ai pas dit. Corésilience donc a fait l'objet d'une étude de recherche scientifique. Alors c'est une première mondiale. Je le dis, parce que des fois je dis c'est une première en France et les Esmeralda me disent non, c'est mondial, pas en France. Donc c'est une première mondiale, effectivement. Sur ce sujet-là, en tout cas, il n'y a pas eu de recherches scientifiques qui ont été menées. Donc c'est la recherche visibilité qui a été menée par l'association Le Jour d'après en collaboration avec l'ICM. Donc l'ICM a collaboré avec nous sur cette recherche et a été financée par Malakoff Humanis et le GFUC Occitanie, voilà, qui nous ont soutenus dans cette recherche pour pouvoir pour nous, en fait, faire reconnaître cet accompagnement au niveau des institutions. Pour nous, c'était un peu l'objectif de départ. Voilà. L'ICM, pour les gens qui ne sont pas du coin, l'ICM, c'est l'Institut du cancer de Montpellier. C'est oui, tout à fait. Une étude de faisabilité. Oui, l'étude qui a été faite, effectivement, c'est une étude de faisabilité pour voir si les accompagnements sont la bonne réponse au maintien et retour à l'emploi après la maladie. Une étude de faisabilité de manière à pouvoir mener une recherche scientifique qui dure 20 ans, en gros, je veux dire. Donc, et là, c'était important. C'est moi qui ai créé ce le co-résilience. Ce qui était important, c'est on ne peut pas juste mettre un sujet comme le retour et le maintien dans l'emploi parce que c'est joli et que c'est important. C'est de faire quelque chose, pas juste de dire quelque chose, c'est de faire. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, on va actionner et faire quelque chose. Mais après, la deuxième chose, c'est faire OK, mais aussi il faut que ça soit crédible de faire ça et le valider. Venant un peu du monde scientifique, je me suis dit, il faut qu'on fasse une étude là-dessus. Effectivement, rien n'a été fait. Il faut savoir qu'aujourd'hui, même j'ai encore fait des recherches dernièrement, rien n'a été fait en termes de recherche sur le retour et le maintien dans l'emploi après un cancer ou après une maladie chronique. Sur des accompagnements faits. Donc voilà, pas juste écrire, mais réaliser quelque chose et qu'on ait des résultats derrière, de manière à parler plus de ce sujet-là. Merci pour ces précisions. Je reviens à Julia, parce qu'on est toujours sur ton expérience dans le cadre des accompagnements co-résilience. Est-ce que ton entreprise, est-ce que ton employeur t'a soutenu dans cette démarche ? Alors, c'est là qu'on est dans l'envers du décor. Les gens ont été présents humainement, mais quand effectivement j'ai dit j'ai envie de reprendre, mais je ne me sens pas capable, donc j'aimerais être accompagnée, et j'ai trouvé un moyen de me faire accompagner, puisque eux me parlaient d'un bilan de compétences. Et donc, dans ces cas-là, c'est comme monsieur ou madame tout le monde. Non, je ne suis pas monsieur et madame tout le monde. Donc, je suis un cas particulier. Et moi, j'ai besoin de cet accompagnement de cette façon-là. Là, je n'ai pas eu d'accompagnement. Non, absolument pas. Ça veut dire que j'ai été livrée à moi-même. Donc, Esmeralda m'a accompagnée justement pour savoir comment moi je pouvais faire.
Parce que ça aussi, bah, c'est difficile, en fait, quand on n'est pas... quand on a envie de faire bouger les choses pour soi et que son entreprise, en fait, ne comprend pas, en fait. Ne comprend pas et n'essaye même pas, en fait, de prendre un cas particulier, en fait, en considération. Et avec des arguments, en plus, qui ne tiennent absolument pas la route. Bien sûr que je suis un cas particulier. Mais de s'entendre dire, mais si on commence à faire ça pour tout le monde, alors moi j'ai répondu, ah bon, parce que tout le monde a un cancer du sein? La réponse bête. Alors justement, Christophe a expliqué tout à l'heure en quoi consistaient les accompagnements. Qu'est-ce que l'accompagnement t'a apporté à toi? Alors, quand c'était très frais, j'ai fait une vidéo hyper spontanée, que vous avez peut-être vue, de moi. Elle est super. J'étais avec une de mes amies dans la sororité, n'est-ce pas? J'étais dans ma semaine à chacun son Everest. Encore un acteur de l'accompagnement à la vie. Eh bien, ce que ça m'a apporté, c'est à la fois une remise en forme de ma tête, à la fois le corps, c'est ça, l'alignement du corps, du cœur et de la tête, hein, c'est ça? Et de l'esprit, c'est exactement ça. C'est-à-dire que je me sentais pas capable, donc forcément, c'est pas juste des gens qui vont me dire mais si. Non, moi j'en suis pas du tout convaincue. J'ai l'impression que c'est des marches à gravir. Et petit à petit, en fait, l'accompagnement d'Esmeralda, plus le fait qu'on soit en groupe, bien sûr, il y a l'effet miroir qui s'applique. On voit des choses chez les autres, mais on ne les voit pas chez soi. Donc c'est effectivement ce travail-là qui permet vraiment de, je trouve, comme avec un psy en fait. On voit pas le travail et en fait on le fait ce travail-là. Et 4 mois et demi, on se dit mais c'est hyper court. Mais en fait non, c'est que ça avance, ça fait son chemin et moi ma plus belle récompense, je crois que c'est ce que je mets dans ma vidéo, c'est quand les gens effectivement m'ont dit mais t'es plus la même. Et pas t'es plus la même, vous savez, ce qu'on n'a jamais osé nous dire pendant tout le temps de la maladie. On nous disait qu'on était compatibles, on nous disait qu'on était belle quand même, enfin voilà, on nous faisait du bien d'une façon ou d'une autre. Mais là, ma mère me dit régulièrement, t'as plus d'empathie, t'as changé. Et au boulot, je ne me reconnais pas. Je ne dors pas, je ne dors plus. Ça faisait 10 ans que j'étais commerciale dans cette entreprise. Je ne dors plus mes dirigeants. Je suis hyper empathique, je suis à l'écoute, mais sans être sympathique. Oui, Esmeralda. Je suis méconnaissable. Je fais les choses sans me prendre la tête, sans me sentir mal. Par contre, dès que mon corps me fait des signes, là, d'être assise comme ça, je sais pas vous, c'est dur, hein. Moi, j'ai envie de bouger, j'en peux plus. C'est ça, nos problématiques. Donc moi, mes journées, il faut qu'il y ait du sport, il faut qu'il y ait de l'activité, voilà, quelle qu'elle soit. Et donc, j'ai besoin, effectivement, que tout m'apporte quelque chose. Et c'est ça, vraiment, en fait, ce que j'arrive à déceler aujourd'hui. C'est où est-ce que ça m'apporte quelque chose et de le valoriser, vraiment de l'intégrer en moi. Et ça, c'est le parcours. C'est le chemin de vie. Merci Julia. Alors justement, tu nous parles de sport. Nous avons ici Gwen. Quels sont les bénéfices de l'activité physique dans la reprise pour les personnes qui ont été malades?